Merci beaucoup. Et merci pour cette invitation. Merci pour les propos introductifs exagérés. Je suis très, très heureux de participer à ce... Ah, je parle mon masque. Je suis très heureux de participer ponctuellement à ce grand projet sur lequel tu travailles depuis plusieurs années, sur ce sujet hypersensible qui est en sensibilité continue, disons, qui est la question du visage. Et je vais commencer tout de suite, puisque nous avons un temps assez limité, en commentant, en développant ce titre que j'ai proposé, « Le visage vu à l'envers est méconnaissable », qui est une phrase. Cette phrase est extraite du deuxième chapitre, intitulé « L'espace », de la deuxième partie, intitulée « Le monde perçu », de Phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, publié, comme vous le savez, en 1945, et qui reste très actuel, évidemment. Je vais commencer à brûle-pourpoint, comme on dit, en lisant l'extrait qui va être au cœur de ma proposition d'exposé. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le lire. Est-ce que c'est assez gros? Est-ce qu'on peut grossir un petit peu ou pas? Moi, de toute façon, je vais le lire. Si on pouvait grossir un tout petit poil. Je pense que ça va. Ah bon. Voici ce texte. Pour le sujet pensant, un visage vu à l'endroit et le même visage vu à l'envers sont indiscernables. Mais pour le sujet de la perception, le visage vu à l'envers est méconnaissable. Si quelqu'un est étendu sur un lit et que je le regarde en me plaçant à la tête du lit, pour un moment, ce visage est normal. Il y a bien un certain désordre dans les traits et j'ai du mal à comprendre le sourire comme sourire. Mais je sens que je pourrais faire le tour du lit et je vois par les yeux d'un spectateur placé au pied du lit. Si le spectacle se prolonge, il change soudain d'aspect. Le visage devient monstrueux, ses expressions effrayantes, les cils, les sourcils prennent un air de matérialité que je ne leur ai jamais trouvé. Pour la première fois, je vois vraiment ce visage renversé, comme si c'était là sa posture naturelle. J'ai devant moi une tête pointue et sans cheveux, qui porte au front un orifice saignant et plein de dents, avec, à la place de la bouche, 2 globes mobiles entourés de crins luisants et soulignés par des brosses dures. On dira sans doute que le visage droit est, entre tous les aspects possibles d'un visage, celui qui m'est donné le plus fréquemment, et que le visage renversé m'étonne parce que je ne le vois que rarement. Mais les visages ne s'offrent que rarement en position rigoureusement verticale. Il n'y a aucun privilège statistique en faveur du visage droit. Et la question est justement de savoir pourquoi, dans ces conditions, il m'est donné plus souvent qu'un autre. Point de suspension. Puisque ce texte est extrait d'un long paragraphe, comme souvent Merleau-Ponty les écrit, de plusieurs pages. Et ce n'est pas, évidemment, le développement argumentatif global que je voudrais commenter ici, mais cet extrait avec ce qu'il nous dit. Et je dirais que nous avons tous, intellectuels ou non, nous avons tous nos textes fétiches qui nous accompagnent tout au long de notre vie comme une rengaine épisodique intérieurement chuchotée. Celui-ci, pour moi, en est un. Je l'ai retenu au cours de ma première lecture de Phénoménologie de la perception, lorsque je préparais ma thèse sur l'espace dans l'univers romanesque de Zola, et que je découvrais que Zola était déjà dans le pressentiment du sensible, et loin des clichés du réalisme ou du naturalisme, Zola était un précurseur de la saisie phénoménologique du sens. Il y a longtemps, donc, ce texte m'avait fasciné et il continue à faire entendre en moi sa petite musique presque à chaque fois que je regarde un visage. Premier point que j'ai intitulé « Époquet ». Or, les textes fétiches le sont moins par eux-mêmes que par les liens qu'ils suscitent, par les idées qu'ils suggèrent, et surtout par les liaisons qu'ils entretiennent avec d'autres textes. Ce texte de Merleau-Ponty
résonne pour moi à travers deux textes de Paul Valéry qu'on peut lire dans cet ouvrage que je conseille à tout le monde, Degas, Danse, Dessin, qui est un petit chef-d'œuvre. Le chapitre « Voir et tracer », page 77-82, et le chapitre « Du sol et de l'informe ». Le premier, « Voir et tracer », porte sur, je cite, l'immense différence qu'il y a entre voir une chose sans le crayon à la main et la voir en la dessinant. Massimo évoquait le plaisir du dessin en évoquant, mais je crois que c'est en effet une expérience très existentielle que de voir en dessinant. Tous ceux qui dessinent connaissent cette gêne particulière qu'on éprouve en faisant le portrait d'une personne proche lorsqu'on cherche à saisir son regard en dessinant les yeux et en suspendant un instant la vision de ce regard dans l'exercice d'objectivation qu'exige la justesse du tracé. Souffrance bien connue du modèle, alors désubjectivée. Merleau-Ponty écrit justement quelque part qu'on ne voit jamais les yeux d'une personne aimée, mais seulement son regard et son expression. Le second texte, du sol et de l'informe, porte surtout sur l'informe, compris comme ces choses, taches, masses, contours, volumes, qui n'ont, écrit Paul Valéry, qu'une existence de fait. Choses perçues, mais non sues. Choses dont on ne lit pas le sens, dont on ne saisit pas la loi qui les régit, dont la méréologie qui ordonne les relations entre les parties et le tout nous échappe, dont l'assignation dans le monde d'objets fait problème, comme un chiffon, une mare, un objet froissé. Bref, ces choses, comme l'écrit Valéry, qu'on ne peut remplacer par un acte de reconnaissance net. Au fond, ces choses qui n'atteignent pas ce que Jean-François Bordron appelle le moment symbolique dans la sémiose perceptive du sens, après les phases indicielles et iconiques. Ce moment de la réduction de l'objet perçu à une règle qui le rend identifiable et signifiant en son contexte. Et Valéry, dans cet essai magnifique, dont je recommande la relecture et la 1000 fois, recommande en quelque sorte aussi, il recommande l'exercice par l'informe, qui enseigne, dit-il, à ne pas confondre ce que l'on croit voir avec ce que l'on voit. Comme je l'ai dit 100 fois aux étudiants, lors de mes cours, nous ne voyons pas une chaise en réalité, nous voyons un pour s'asseoir. On comprend donc immédiatement le lien avec le texte que je viens de lire de Merleau-Ponty tout à l'heure. Ce texte résonne aussi avec beaucoup d'autres textes de peintres notamment, de Cézanne, de Gauguin, de Matisse, de Van Gogh, et de tant d'autres grands spécialistes de la vision de l'informe, par quoi commence toute vision. Je pourrais réunir ces textes fétiches pour moi, en leur réseau même, autour d'un seul concept, le concept d'époquet. Ils parlent tous de la fameuse suspension phénoménologique, de l'époquet en acte, de ses présuppositions et de ses implications. Je me permets de rappeler le caractère fondateur de cette opération de suspension des modalités appliquées aux objets, le savoir et le croire qu'on projette sur eux pour les rendre lisibles à nos yeux, fondatrice du regard phénoménologique. Jean-François Bordron, que j'évoquais à l'instant, en note l'importance cardinale dès le début de son texte « Phénoménologie et sémiotique », publié dans les Actes sémiotiques en 2011, dossier consacré aux relations entre les deux disciplines, ou plutôt les deux méthodes, dit-il. Et il écrit, Jean-François Bordron, à propos de la phénoménologie. Cette attitude de pensée, spécifiquement philosophique, s'oppose à la méthode qui prévaut dans les sciences de la nature. Ce n'est pas au même sens que ces dernières qu'elle peut prétendre à la scientificité. La différence réside dans la mise entre parenthèses de toute croyance au monde à laquelle renvoie le terme d'époquet, qui est le nerf et la raison d'être de cette méthode. Il faut ajouter que l'époquet ne supprime pas véritablement la croyance au monde,
mais plutôt la révèle comme croyance. Et là, je souligne, la révèle comme croyance. Elle est ainsi moins une négation qu'une libération par laquelle la croyance peut être décrite pour ce qu'elle est. L'important, fin de citation, l'important est bien évidemment, dans cette révélation, le croire est la modalité première soumise à nos perspectives perceptives et ultérieurement cognitives. Deuxième point, les futurs du visage. À partir de ces préalables, et avant d'entrer dans un exercice d'analyse textuelle, j'en viens au sujet même de notre réunion et à son intitulé. Comment comprendre l'expression « le futur du visage » ? Elle pose le problème de la double temporalité du futur selon l'actentialité sous-jacente qu'on actualise. Et peut-être aussi plus spécifiquement, le problème du futur antérieur. Le futur du visage est-il donné à entendre à hauteur du collectif, celui de l'espèce humaine, envisagé précisément dans son devenir, dans son évolution, dans ses transformations, à travers des scénarios qui vont de la biologie de l'évolution à ceux de la science-fiction, par exemple? Ou bien est-il donné à entendre comme le futur de mon visage, tel qu'on peut le pressentir à travers, par exemple, l'application FaceApp, que vous avez dû explorer avec effroi, ce qu'il deviendra à partir de ce qu'il est, cheminant vers la vieillesse et vers la mort, et comme ce qu'il est déjà devenu à partir de ce qu'il a été. L'expression de Merleau-Ponty pourrait alors être paraphrasée: le visage vu du futur est méconnaissable. Car je le considère alors depuis le passé du futur, non comme ce qu'il deviendra, mais comme ce qu'il sera devenu et ce qu'il aura été. Je me souviens de deux anecdotes illustrant cette élasticité propre au visage et qui impose le futur antérieur comme son régime temporel, tout en indiquant quelques lois de sa modulation. La première anecdote est celle d'un prince iranien exilé en France, que j'ai connu à une période de ma vie, et qui, prenant pour corpus son visage vieillissant, me décrivait avec minutie l'affaissement progressif des chairs, l'allongement du lobe de l'oreille, on l'a scientifiquement observé, 22 mm par an à partir de 40 ans, les joues qui se mettent à pendre, formant ce qu'on appelle les bajoues, l'amollissement du derme sous la mâchoire, faisant apparaître des poches et des vallons, le nez qui part à la rencontre de la pointe du menton. Bref, il constituait un récit très cohérent de la transformation continue des parties en séquences finement coordonnées. Ma seconde anecdote est celle d'une évolution inverse, dite néothénique. La néothénie, on le sait, se définit en biologie du développement comme, je cite, la conservation de caractéristiques juvéniles chez les adultes d'une espèce ou le fait d'atteindre la maturité sexuelle pour un organisme encore au stade larvaire. Très, très technique, évidemment, les organismes néothéniques. Mais un jour, j'ai lu une bande dessinée d'un auteur de bande dessinée qui était un observateur de bande dessinée et qui avait montré que les principaux héros les plus connus des grandes bandes dessinées, Mickey, Tintin, etc., avaient suivi au fil des années et des albums qui en racontaient les aventures une évolution néothénique de leur visage. Plus ils vieillissaient, plus ils rajeunissaient. Très précisément, cela se manifestait sur le plan de l'expression graphique par l'accentuation progressive de traits propres à l'enfance de l'espèce. Le nez se raccourcissait, les yeux s'agrandissaient, le visage s'ovalisait et devenait plus rond et plus lisse, les oreilles s'élargissaient et s'arrondissaient. Voilà le Mickey de 1928 et vous voyez le Mickey néothénisé de 1970. Les tintinophiles observent cette même mutation évolutive de leur héros. Il rajeunit au fil des ans. Le phénomène apparaît crûment dans un des albums, ça je m'adresse aux tintinophiles spécialistes, le Lotus bleu, où, entre les pages 4 et 5
ma photographie n'est pas, je l'ai faite à la pénombre, alors elle n'est pas très bonne. Le visage de Tintin change brusquement. Le Tintin rajeuni des premières planches, ici, vous vérifierez dans le volume, l'album que vous avez chez vous, le Tintin rajeuni des premières planches, redessiné ultérieurement, après les premières éditions, n'a pas été poursuivi tout au long de l'album, Hergé ayant sans doute eu une crise de dépression à ce moment-là, et réapparaît alors le dessin originel du personnage, nettement plus vieilli, fripé, froissé, avec des disproportions du visage. Donc, évolution néothénique. À cette utopie néothénique, on pourrait évidemment rattacher pour une bonne part le discours contemporain de la cosmétique et des antirides. Je renvoie à ce sujet à une étude sémiotique que nous avions réalisée avec Véronica Estay-Stange lors des Journées internationales de Blois en 2009, une étude intitulée « Manque de peau », PEAU, discours antirides et sémiotique du corps. Le thème général de cette journée de Blois, sémiotique, était l'image du corps dans tous ses états. J'en arrive au troisième point, plutôt quatrième indiqué ici, le texte et le visage. Revenons au texte de Merleau-Ponty lui-même. Le visage illustre donc par excellence ce paraître imparfait du sens qui ouvre l'ultime œuvre de Grémas de l'imperfection. Il est une forme par essence déformable, et elle l'est à la hauteur du fait qu'il est aussi par essence reconnaissable, identifiable, singularisable, comme nulle autre forme dans le monde des formes. C'est cet écart qui m'intéresse ici. Comment cohabite en lui, selon une étrange proximité de la déformabilité, l'évidence de la norme et l'aberration de la tératologie. Car le visage est sans doute une des évidences premières du sens structuré qui nous est donné à la naissance. À travers le visage de la mère, la première chose vue, le premier ordonnancement du sens à partir du monde bariolé, vous vous souvenez peut-être de la formule de Grémas, le monde bariolé que l'enfant découvre et qui se structure peu à peu et probablement peut-être autour du visage, avec ses premières symétries, ses premiers accès à un dédoublement des formes et donc à une structuration. Les immenses variations culturelles de la représentation du visage, masques, portraits, monstres, extraterrestres, etc., semblent plus ou moins directement se fonder sur cette norme érigée en référent figuratif interne et donnant lieu au potentiel de variation thématique du visage en tant que motif. Il me semble que l'entreprise de Merleau-Ponty, dans le texte qu'on a lu, consiste à nous mettre au plus près, d'une part, de cette fondation formelle qui nous place dans un espace phénoménal orienté, et d'autre part, au plus près de cette tension polarisée qui menace notre perception elle-même entre normalité et aberration. Revenons donc à ce texte. Le temps, évidemment, est trop limité pour en faire une analyse littérale, et l'analyse littérale et minutieuse qu'il appellerait. J'aimerais renouveler avec profit à ce sujet de ce texte le travail analytico-entomologiste que Grémas avait effectué sur un texte de Dumézil, publié, vous l'avez sans doute lu, dans Analyse du discours en sciences sociales, en 1979, il y a longtemps, et repris dans Du sens 2. Ou bien dans le même esprit analytique, le fameux mot passant, la sémiotique du texte. Je ferai donc quelques remarques provisoires en réservant à plus tard l'examen systématique, énoncé après énoncé, de ce texte à mes yeux remarquable. Préambule. Pour le sujet pensant, un visage vu à l'endroit et le même visage vu à l'envers sont indiscernables, mais pour le sujet de la perception, le visage vu à l'envers est méconnaissable. Un double jeu catégoriel en constitue le socle, articulant un sujet et un objet, ou plutôt deux sujets dotés d'une compétence différente et deux objets distingués par leur orientation spatiale. Le sujet pensant, opposable ici par un effet de parataxe au sujet de la perception, et l'objet visage, vu à l'endroit d'un côté, et vu à l'envers de l'autre. L'opération qui les distingue, ou même qui définit leur distinction, est, pour le sujet pensant, la conjonction absolue des deux objets visages
et pour le sujet percevant, leur disjonction tout aussi absolue. Pour le premier, vu à l'endroit ou vu à l'envers, ces visages sont indiscernables. Indiscernables. J'ai été chercher dans le petit Robert, évidemment, la définition d'indiscernable. Désigne ce qui ne peut être discerné d'une autre chose de même nature, sachant que discerner signifie percevoir distinctement un objet de manière à éviter toute confusion. C'est intéressant, évidemment, ce serait intéressant de prolonger les analyses de ces verbes. Alors que pour le second visage, pour le second sujet, le sujet de la perception, le visage vu à l'envers est méconnaissable, ce qui présuppose une connaissance préalablement établie du visage vu à l'endroit, connaissance dont le sujet de la perception se disjoint alors radicalement. Reste la question de ce que signifie l'élocution adverbiale à l'endroit et à l'envers. Si on s'en tient au même dictionnaire, le deuxième sémème d'endroit est défini comme le côté destiné à être vu dans un objet à deux faces et est alors opposé à envers, endroit, envers, qui impose et précise la logique catégorielle dont on vient de parler. Mais cette description sémantique fait immédiatement surgir des problèmes. En quoi le visage peut-il être assimilé à un objet à deux faces? Et si on admet l'homologie de ces termes endroit et envers avec quelque chose comme de haut en bas et de bas en haut, ce qui reste très imparfait, que signifie à propos du côté en question qu'il est destiné à être vu? Quel est l'acte en source de cette destination? Qui est le destinateur? Mais il ne faut pas entrer dans des arguties sémantiques liées à l'imperfection de la langue elle-même. Il suffit en effet de marquer la force de l'orientation, ou en termes sémiotiques, de la perspective, qui s'articule la perspective en deux versants, je dirais. Le versant du point de vue, du côté du sujet, et le versant de la focalisation, du côté de l'objet. Perspective qui est une force distributive de la spatialité à partir de la deixis, haut, bas, devant, derrière, etc. C'est cette prégnance majeure de la perception qui détermine la suite du texte et son organisation même. On pourrait la retracer, cette suite textuelle, comme une aventure de l'époquet. Et on pourrait alors constater que cette suspension n'est jamais pure, jamais totale, jamais absolue. Elle est toujours partielle et mêlée d'autres éléments. Ainsi, le discours qui suit la première séquence théorique et catégorielle qu'on vient d'analyser se présente comme un récit concret d'expérience et installe ses isotopies figuratives. Les séquences. Ce récit se déroule en 3 séquences très nettes, avec à chaque fois au cœur de chacune d'elles une transformation narrative. Les traits démarcateurs de ces séquences sont pour la première un débrayage actoriel, si quelqu'un est étendu sur un lit, etc. Pour la deuxième, un débrayage aspectualo-temporel, si le spectacle se prolonge. Et un débrayage énonciatif. Pour la troisième, on dira sans doute que, etc. Observons ce qui se passe du point de vue perceptif de la suspension modale du croire. D'une manière générale, on pourra dire que l'impureté du processus de la suspension phénoménologique qui est ici décrit tient à la réaction des rapports entre les deux sujets. Le pensant, le sujet pensant, ou sujet cognitif d'un côté, et le perceptif, ou sujet sensoriel de l'autre. Tantôt, le premier empiète sur le second, tantôt, c'est l'inverse. Leur rapport régissant-régi se renverse donc en cours de route. D'où l'aspect narratif de ce texte et de certaine manière le plaisir qu'on a à sa lecture. Dans la première séquence, lorsque je regarde le visage depuis la tête du lit, la rétention temporelle du savoir acquis fait que la perception est régie par le sujet cognitif et elle offre l'image d'un visage, entre guillemets, normal, dit le texte. C'est-à-dire comme à l'endroit. Mais le sujet perceptif, suspensif, réclame ses droits. Il se virtualise, il s'actualise presque. Il est troublé, il fait advenir l'étrange, il constate un désordre, il éprouve une difficulté à reconnaître un sourire à l'envers. Mais nul doute, le sujet cognitif reste régissant. C'est lui qui opère le transfert spatial fictif
en déplaçant le point de vue au pied du lit et qui se livre mentalement à une épreuve de sanction véridictoire, le visage vu à l'envers est bien le même que le visage vu à l'endroit. Dans la deuxième séquence, tout change sous l'effet de l'aspectualité durative, si l'exercice se prolonge, si le spectacle se prolonge. Le sujet perceptif, comme libéré, s'échappe des contraintes cognitives et s'abandonne à sa perception. Celle-ci se manifeste par une profusion figurative d'images condensées dans l'isotopie thématique du monstrueux et l'isotopie pathémique de l'effrayant. La bouche est au milieu du front, le nez renversé est privé de ses narines, le bas du visage et le large menton sont occupés par les globes agités des yeux. Avant de revenir sur cette figuration si détaillée, observons que l'époquet, ici mise en scène, n'est pas totale. Si elle est bien régissante, abandonnant les repères et les identifications du savoir, à l'inverse de la séquence précédente, voilà que le sujet perceptif est contaminé par le sujet pensant qui, à son tour, et à l'insu du premier, refait surface. C'est lui qui revient rétablir, en tant qu'arrière-plan structurant, le cadre formel du visage vu à l'endroit, comme si sa topologie, était enquistée dans la mémoire visuelle. Ce sujet pensant, même virtualisé à son tour, impose la perspective ou l'orientation qui enchâssera les figures tératologiques. La monstruosité naît de la norme. Il conviendrait aussi d'interroger le statut des éléments figuratifs qui viennent lexicalement occuper ce cadre. Ce ne sont pas les parties communément identifiées du visage qui sont ici nommées, ni menton, ni bouche, ni yeux, ni nez, ni front. Ce qui se manifeste est, comme le dit le texte, un air de matérialité, c'est-à-dire, en termes sémiotiques, une substance d'expression qui semble ne pas accéder encore à la forme du contenu. Orifice saignant, globe mobile, crin luisant, brosse dure. En réalité, ces mots, s'ils dispensent de la nomination des organes qui occupent le visage, organes du goût, de l'odorat, de la vue, du toucher, ces mots ne sont pas sémantiquement neutres pour autant, ni même minimalistes. La sémiose opère, ils sont porteurs de contenu. Ils construisent un espace figuratif propre qui a lui-même son univers de référence dans l'imaginaire narratif. Ce sont les formes élémentaires d'un bestiaire archaïque, dinosaurien et prédateur, le tyrannosaure n'est pas loin, que souligne la présence du sang dans l'orifice béant, pourvu d'un grand nombre de dents, plein de dents, dit le texte. Seul mot, les dents, qui ont leur référent réel, c'est quand même très intéressant dans le système des dénominations locales à cet endroit. Les dents destinées à lacérer les chairs. On le voit, les éléments figuratifs supposés n'être que substance d'expression forment en réalité l'expansion discursive de ce qui est condensé dans les lexèmes thématiques et pathémiques déjà mentionnés, visage monstrueux et expression effrayante. Je laisse en suspens cette analyse particulière qui mériterait d'être approfondie, et je souligne, pour finir, que la naturalité du visage normal, droit, à l'endroit, où tous ces éléments sont si spontanément identifiés dans notre familiarité d'espèce, voisine brusquement avec la monstruosité. La normalité est presque contiguë avec la tératologie. Est-ce à dire que le visage est perçu d'emblée comme fragile et menacé? On peut s'interroger. Le retour du motif des gueules cassées lors des témoignages poignants au cours de l'actuel procès des terroristes du Bataclan, ramenant cette image des gueules cassées venues de la guerre 14-18, pourrait être appréhendé dans cette perspective. Et je pense aussi à l'ouvrage de Philippe qui s'appelle là Le Lambeau, qui est justement, qui est très précisément le récit de cette fragilité du visage, qui est un long poème, on pourrait dire, narratif sur le visage cassé. Quoi qu'il en soit, c'est la séquence suivante, et la dernière, celle qui commence par on dira sans doute que le visage droit. La séquence suivante, fondée sur la rupture énonciative d'un sujet critique, on dira sans doute que le visage droit, a un statut métadiscursif.
Elle interroge le bien-fondé des réactions précédentes et de leur symétrie inversée. La raison alors invoquée, qui conduit à assumer la suprématie du visage à l'endroit, est d'ordre quantitatif et statistique. On le voit plus souvent ainsi. Objection que le narrateur réfute en remontant dans le pourquoi de cette question. S'il est effectivement norme, comment se fait-il qu'au-delà d'un certain seuil, la perception ne parvienne pas à le redresser pour s'y conformer et découvre alors la dimension tératologique? Pour conclure, la réponse et la discussion qui prolonge cette question sortent de mon propos ici, sont développés dans le texte de Merleau-Ponty autour des concepts d'orientation, d'itinéraire perceptif. Le problème central de la perspective en sémiotique, évidemment. Le statut de l'objet comme être pour le regard et non pas être pour le sujet. C'est intéressant. Mon propos, était avant tout de souligner l'essentielle motilité du visage, motilité compris comme faculté de se mouvoir, impliquant les troubles de la motilité, les contractures, les paralysies, les tics, une sorte de mobilité intime. Mon propos était de suggérer que le futur du visage, qu'il soit individuel ou d'espèce, lui était soumis à cette motilité, que ce futur était adossé à une antériorité de la norme perceptive, générant le futur antérieur, et que la proximité entre le normal et le tératologique était telle qu'on pouvait en déduire l'essentielle fragilité du visage et la non moins pressante menace qui toujours pèse sur lui. C'est à ce point que je ferai le lien avec l'exigence éthique bien connue qui serait inhérente au visage et à sa perception en termes de responsabilité et de responsabilité de la responsabilité. Je cite, « Dès que le visage de l'autre apparaît, il m'oblige », selon la célèbre remarque d'Emmanuel Lévinas. Comme on le sait, cette exigence éthique définitoire de la visagéité et induisant sa fragilité inhérente est au cœur du travail de ce philosophe Lévinas. Ce qui est spécifiquement visage, c'est ce qui ne s'y réduit pas. Merci.